Les 10 réglages incontournables pour donner un rendu pro à tes vidéos. Théo, c'est quoi ce setup là? Tu nous as habitué à un truc bien installé dans ton canapé, machin. Là, c'est quoi? C'est un truc à l'arrache ou quoi? Et oui, aujourd'hui, on est en mode minimaliste, mais on s'en fiche parce que je pense que vous n'êtes pas venu là pour que je vous raconte que je viens de me servir un café ou alors que je vais avoir un rythme un peu différent sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Non, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est le contenu du jour, c'est-à-dire les 10 réglages incontournables qui vont te faire passer d'un vidéaste débutant à un vidéaste pro. On est parti, on commence tout de suite. Alors déjà, pourquoi ce format pourri de vidéo? 3 raisons. La première, déjà, mes clients sont très prenants en ce mois de septembre, donc j'ai pas beaucoup de temps à accorder à YouTube. Je suis accro au mind mapping, je passe mon temps sur mon logiciel de mind mapping, donc c'est l'occasion de te montrer une fois de plus à quel point c'est cool. Et surtout la dernière, c'est à cause de Mathieu Misiraka. Il est venu sur mon canapé il y a quelques mois et il m'a dit « Ouah Théo, tu mets 2-3 heures à installer ton setup. Moi, chez moi, c'est le bas les couilles à tous les étages, j'allume, je tourne et je coupe. » Et bah Mathieu, je vais faire comme toi, donc si vous avez envie de vous plaindre, allez vous plaindre auprès de Mathieu, parce qu'aujourd'hui, on va aller droit au but. Alors déjà, quelles sont les choses qu'on va mettre à la poubelle tout de suite? Les réglages qu'on ne va pas évoquer aujourd'hui. Et bah évidemment, tout ce qui est log, LUT, ProRes, 422 10 bits, RAW, 32 bits, virgule flottante, etc. Si tu débutes, ne te prends pas la tête avec tout ça, c'est pas du tout des choses que tu dois étudier et c'est vrai que je pense que si tu te balades un petit peu sur YouTube, tu dois dire putain on parle que de ça, moi j'y comprends rien, c'est trop technique. Et bah cette vidéo là pour toi, pour recentrer le focus sur les 10 réglages les plus importants. Allez, on est parti pour ces 10 réglages et tu vas voir que le dernier, le 10e, est un petit peu particulier, je pense même que tu vas pas être très content que je te le dise, mais c'est pas grave, j'irai quand même. Le premier, c'est tout simplement la cadence d'enregistrement. C'est la première chose que tu dois régler sur ta caméra. Et bah tu vas te régler sur 25 images par seconde. Donc là, je t'ai fait des captures d'écran de mon Lumix S5 II, mais c'est valable sur toutes les caméras bien évidemment. 25p, ça veut dire 25 images par seconde. Pourquoi? Parce que c'est la norme de diffusion en Europe. Au cinéma, c'est 24, aux États-Unis, c'est 30. Nous, en Europe, on est sur 25, donc tu te mets sur 25 images par seconde. Il y en a qui vont me dire, oui, mais si je veux filmer des ralentis, quand tu débutes en vidéo, focus-toi sur la vitesse réelle, donc tu te mets à 25 images par seconde et ça va jouer sur le fait que tu vas avoir une super image. Deuxième réglage, ça va être la définition et non pas la résolution. On a tendance à confondre les deux. Et bien là, tu vas te mettre tout simplement en 4K. Donc, alors oui, c'est pas de la vraie 4K, c'est de l'Ultra HD, donc 3840 par 2160. Pourquoi? Et bah parce qu'en fait, tu vas avoir une bonne qualité en 4K et ça va te permettre, si tu diffuses tes vidéos en HD, comme je fais moi avec mes clients, de pouvoir rezoomer un petit peu dans ton image en 4K. Donc ça te laisse de la marge, mais ça sert à rien d'aller te prendre la tête avec de la 6K, de la 8K ou je ne sais quoi, ça ne sert à rien. Donc tu filmes tout en 4K 25 images par seconde quand tu commences et comme ça, tu es sûr d'avoir une super image de bonne qualité. Ensuite, troisième chose, c'est le débit d'enregistrement. Ça, c'est quelque chose qui est important et qu'on néglige souvent. Par exemple, ici, j'ai une capture d'écran où je suis à 150 mégabits par seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une seconde de vidéo va peser 150 mégabits. C'est assez simple, c'est un petit peu comme si tu avais une rivière. Plus la rivière est large, plus elle va avoir un débit important, plus elle peut transporter d'informations. Donc forcément, moins ça va compresser les choses. Et ben en vidéo, c'est pareil. Plus le débit va être élevé, plus il va transporter d'informations et donc moins ça va avoir compressé ton image et donc dégradé ta qualité d'image. Donc si tu es sur des débits du style 10, 20, 30, 40 mégabits par seconde, ça va pas être beau en termes de rendu. Donc moi je te conseille de prendre vraiment minimum 100 mégabits par seconde sur ta caméra. Des fois c'est écrit Mbps, des fois c'est écrit un grand M sur Sony par exemple, mais je te conseille de prendre au moins 100, puis après tu peux aller à 150, 200, etc. Ça on va pas rentrer en détail. Quatrième réglage, et bah, c'est le mode d'exposition. Alors ça c'est un des éléments cruciaux de cette vidéo là. Pourquoi? Parce que tu connais le stress qu'on a quand on a cette fameuse molette sur le dessus de notre appareil. M, S, A, P, I, A, on n'y comprend plus rien. Donc les modes PASM c'est des modes pour la photo et ici on a le mode avec une petite caméra et un M qui est pour la vidéo. Donc on pourrait avoir tendance à se dire ok je suis en vidéo, je me mets en mode vidéo et puis c'est réglé pour mon mode d'exposition. Eh bien non, parce que quand on va aller dans le menu par exemple du S5 II, on va pouvoir choisir le mode d'exposition également pour la vidéo. P, A, S ou M. Et moi, je te recommande de te mettre en M, ce qui fait que tu vas avoir tes 3 réglages d'exposition en manuel. Et ça, c'est très important d'être en manuel. Pourquoi? Parce que si tu es en mode automatique, ton appareil va compenser en permanence l'exposition si par exemple tu fais un mouvement de caméra. Et ça va donner un côté très amateur à tes vidéos. Le cinquième, bah, du coup, ça va en découler. On va parler des ISO, justement. Alors, les ISO, c'est assez simple. On va se régler au minimum. Alors, des fois, sur YouTube, on entend parler d'ISO natif, ISO minimum et compagnie. Là, pour faire simple, vu que je m'adresse aux débutants, c'est tu te mets à la valeur la plus basse possible des ISO.
c'est pas compliqué, tu as une jauge ici d'ISO par exemple qui commence à 200, qui va à 400, 800, etc. jusqu'à 52 000, je ne sais combien. Tu te mets à 200. C'est simple. Pourquoi se mettre au minimum? Eh ben parce que tout simplement, plus on va augmenter les ISO, plus on va rajouter du bruit numérique sur notre image. Hein, d'accord? Parce que les ISO, en fait, ça va augmenter artificiellement l'exposition. Donc plus on augmente artificiellement l'exposition, plus on rajoute des défauts, du bruit qui grouille, etc. Et ça, c'est ce qu'on veut pas. Sixième réglage, c'est la vitesse d'obturation, qu'on appelle aussi shutter en anglais. Alors là, c'est assez simple. On va se régler tout simplement sur 1/50e. Pourquoi? Eh ben tout simplement pour des questions de flou de mouvement. Vu qu'on filme à 25 images par seconde, on va rechercher un flou de mouvement naturel qui est semblable à ce qu'on verrait à l'œil nu. Quand on regarde un arrosoir qui verse de l'eau dans un seau avec l'œil nu, on ne voit pas toutes les petites gouttelettes, on va plutôt voir un espèce de filet comme ça. Et bien ça, pour reproduire ce flou de mouvement naturel, on va se mettre sur 1/50e au niveau du shutter. Donc du coup ça se passe ici, là, ici on a un petit 50 par exemple sur mon S5 II. Et ça, c'est encore une fois pour filmer à vitesse réelle. Après si tu fais du ralenti, c'est un autre sujet, mais on va pas aborder ça dans cette vidéo. Ici l'objectif c'est vraiment de comprendre quels sont les réglages fondamentaux pour commencer à faire de belles images. Ensuite, le troisième côté du triangle d'exposition, c'est l'ouverture. L'ouverture c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que là j'ai mis que c'était le joker, c'est le seul qu'on va bouger, il n'y a pas de règle où tu vas te mettre tout de suite à telle valeur. Là où les ISO c'est minimum et le shutter c'est 1/50e, l'ouverture c'est le joker, c'est-à-dire c'est le seul qu'on va pouvoir bouger. D'un extrême à l'autre, déjà ça va compenser l'exposition, parce que quand on va ouvrir au maximum, comme par exemple ici f2.8, ça veut dire qu'on va faire rentrer beaucoup de lumière, donc on va faire ça si l'image est trop sombre. Et si on se met à f22 comme ici, ça veut dire qu'on va fermer et donc faire rentrer moins de lumière. Donc si notre image est trop claire, c'est ça qu'on va faire. Donc du coup, il faut osciller entre la pleine ouverture et la pleine fermeture, mais il va y avoir également un incident sur l'image, c'est la profondeur de champ. Quand on est à pleine ouverture ici, on voit qu'on a une faible profondeur de champ, avec beaucoup de flou à l'arrière-plan, et quand on a une grande ouverture, quand on a fermé à fond, pardon, donc c'est-à-dire un chiffre F qui est grand, et ben on a une grande profondeur de champ. Je m'embrouille moi-même. Ici, on a les arbres qui sont quasiment nets au fond, et moi, je suis net. Donc c'est-à-dire qu'on a quasiment tout qui est net. Donc finalement, le fait d'avoir une grande ouverture permet de détacher notre sujet du fond, alors que le fait de fermer permet d'avoir un maximum de plans, premier plan, deuxième plan, troisième plan, net en même temps. Pour finir sur les trois derniers, avant d'arriver au 10e qui je pense va te faire couiner, c'est la balance des blancs. Bien évidemment, la balance des blancs c'est exactement la même chose, on va la mettre en Kelvin, c'est-à-dire on va fixer un réglage manuellement. Si on la met en auto, la balance des blancs, et un coup l'image va être un peu jaune, un coup l'image va être un peu bleue, et ça va donner un côté très amateur à nos images. Et nous c'est pas ce qu'on veut, on veut montrer qu'on est des pros de la vidéo. Donc on se règle en Kelvin. Et du coup, on va se mettre à 5600 Kelvin si on filme la lumière du jour, donc qui est une lumière blanche. Soit c'est la lumière, soit on est dehors, c'est la lumière du soleil, soit c'est une lumière artificielle qui est blanche. Donc par exemple là, ma caméra elle est réglée à 5600. Quand je vais dehors, ma bouteille de lait est bien blanche. Et quand je vais à l'intérieur avec une lumière artificielle plutôt jaune, la bouteille de lait rend complètement jaune. Donc là, 5600, c'est valable que pour l'extérieur. Par contre, si je suis en intérieur, je vais me mettre à 3200, d'accord, en lumière artificielle plutôt jaune. Là, du coup, j'ai une bouteille de lait qui est bien blanche. Par contre, si je m'étais mis à 3200 à l'extérieur, j'ai un rendu qui est complètement bleu. Je précise que j'ai des tutos pour la plupart, même pour tous ces éléments-là. Donc, si tu veux aller voir les tutos spécifiques pour la balance des blancs, pour l'exposition, etc., n'hésite pas à aller les voir. On arrive sur le 9e réglage. Alors, le 9e réglage, c'est le profil d'image. Ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément parce que la plupart vont conseiller de filmer en log. Moi, je déconseille fortement de filmer en log, surtout quand on commence. Mais par contre, je recommande de choisir un profil flat, c'est-à-dire pas de prendre le profil standard qui est trop contrasté, trop saturé, et qui va donner une image amateur. Donc on va choisir un profil flat, j'appelle ça flat parce que ça dépend des marques. Chez Lumix par exemple, c'est le Cinelike D2 ou le Cinelike D sur le GH5. Du coup, c'est une image qui est un peu moins contrastée, un peu moins saturée, mais pas autant que le log. Ce qui fait qu'elle est exploitable telle qu'elle, mais on peut quand même venir retravailler notre image à l'étalonnage si on le souhaite. Moi, pour information, je tourne 100% de mes vidéos en Cinelike D. Et je précise que tous les paramètres sont par défaut, c'est-à-dire que je mets tout à 0. Pas à -5, pas à +5, je laisse tout à 0, comme ça c'est simple. On laisse le boîtier tel qu'il a été configuré et ça fonctionne très bien. Et enfin, le 10e réglage, celui qui va te faire grincer des dents, où tu vas me détester parce que je te dis ça. Attention, roulement de tambour. Ça va parler de la mise au point et je vais te conseiller tout simplement de prendre une mise au point manuelle avec le focus picking. Comment ça? Moi je veux filmer en autofocus parce que regarde, même toi Théo, tu filmes en autofocus, ton appareil tu t'avances, il s'adapte,
tu te recules, ça a l'air d'être génial, moi je veux pas me prendre la tête à faire la mise au point à la main, on est en 2024, faut arrêter les conneries. Eh ben écoute, moi je te recommande vivement d'apprendre à faire la mise au point manuellement parce que je le fais encore sur beaucoup de projets, notamment pour mes clients, parce que c'est comme ça qu'on comprend le fonctionnement de la mise au point et surtout la mise au point auto ne marche pas dans toutes les situations. C'est pour ça que j'ai précisé d'activer le focus picking. Le focus picking, c'est un réglage qui va venir colorer la partie de l'image qui est nette. D'accord? Donc par exemple ici sur cette image-là, on a un premier cas où j'ai fait la mise au point sur le peanut butter, et ben on a le pot de peanut butter qui est un petit peu bleu. Ensuite j'ai fait la mise au point sur mon trépied, et ben on a le trépied qui est bleu. Donc en fait ça permet vraiment de faire une assistance pour être sûr de ce qui est net, parce que si on fait ça à vue de nez, c'est un peu risqué. Vraiment pour moi le combo mise au point manuel et focus picking, c'est la meilleure façon de comprendre comment fonctionne la mise au point et surtout de vraiment bien appréhender la vidéo, parce que la mise au point c'est quelque chose qui peut être vu comme une contrainte, merde je suis flou, mais également comme un atout. Ok, je vais faire la mise au point sur ça et pas sur ça, parce que là, si on a plusieurs plans, eh ben, il faut faire un choix, ou alors je vais faire des effets de transition de mise au point. Mais vraiment, le plaisir de tourner la bague et de voir l'image se colorer en fonction de ce qui est net, je te recommande vraiment de faire ça. Et ensuite, si tu veux utiliser l'autofocus plus tard ou pour des situations spécifiques, comme par exemple une interview, si tu as un autofocus performant, eh ben, tu pourras t'en servir, mais au moins, tu sais que tu pourras toujours revenir au focus manuel au cas où. Alors si tu fais que de l'autofocus, et ben en fait il y a plein de situations où tu pourras pas te contenter de l'autofocus et du coup tu te sentiras bien con dans ces situations là. Donc voilà pour mes 10 réglages. On n'est pas sur des trucs où j'ai pas réinventé la roue, on est sur des choses assez simples mais qui sont bien souvent négligées. Il y a bien souvent des erreurs sur ces 10 réglages là, je le vois beaucoup chez mes élèves notamment. Donc si tu mets tout ça en place, normalement ton image va vraiment passer un cap et avoir un rendu pro. Et pour finir cette vidéo, j'ai envie de te dire et après. Et après ça, une fois qu'on a mis en place ces 10 réglages, on a une super image, on est fier de nous, machin, et bah qu'est-ce qu'on fait du coup? Comment va se comporter le spectateur devant ta vidéo une fois que tu auras mis en place ces 10 réglages? Eh bien, tu as deux possibilités. Le premier cas, et bah, c'est malheureusement, désolé de te l'annoncer, voilà, il va bâiller, même s'il a une assiette de cookies et une tasse de café à côté de lui, ça risque d'être un peu gênant pour toi. Donc là, ça veut dire que tu n'as aucun storytelling, c'est-à-dire que ta vidéo est parfaite techniquement, tu as une super image, mais elle ne raconte rien. Alors si ton objectif c'est de faire un somnifère, tu peux te lancer, tu peux faire un partenariat avec Sanofi ou je ne sais quelle marque pharmaceutique. À l'inverse, deuxième cas qui peut se produire, eh bien c'est tout simplement ça. Donc là, je ne sais pas ce qu'il a vu, d'ailleurs, vu que c'est une image générée par intelligence artificielle, on ne saura jamais. Mais voilà, il est vraiment captivé, il est emballé, il a vraiment hâte de voir la suite de la vidéo. Là, ça se ressent vraiment. C'est parce que tu auras mis en place un storytelling scotchant. Donc, à toi de voir dans laquelle des situations tu as envie d'être. Mais si tu n'as pas envie que tes vidéos deviennent un somnifère ambulant, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'ai préparé une courte vidéo bonus de 10 minutes sur justement le storytelling scotchant. Tu verras que je te présente les 3 ingrédients essentiels que tu dois mettre dans toutes tes vidéos pour les rendre captivantes. C'est quelque chose que j'applique moi-même dans mes vidéos YouTube, également avec mes clients bien évidemment. Je te mets cette vidéo bonus juste en dessous, c'est le premier lien. Tu verras en 10 minutes les principes fondamentaux du storytelling scotchant. J'espère que cette vidéo en mode bas les couilles à tous les étages, comme dirait Mathieu, t'a plu et on se dit à très vite.